BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Et nouveau coup de chaud sur les prix du pétrole. Le Brent tout à l'heure tutoyait les $120. On en parle avec les équipes de Prime Finance. C'est Benjamin Louvet qui est avec nous à la radio et à la télé. Retrouvez-nous effectivement sur l'ADSL, toutes vos box, sur Numéricable ou la TNT en Ile-de-France. Benjamin Louvet donc chez Prime. Bonjour Benjamin. Bonjour Sébastien. Vous êtes l'associé gérant de Prime Finance. Téhéran veut revoir en effet à la baisse ses exportations. Je dis bien veut revoir. Pour l'instant, rien n'est fait, mais ses exportations de brut vers pas mal de pays de l'Union européenne, une demi-douzaine de pays, et on est concerné en France. Oui. Alors c'est pas totalement une surprise si vous vous souvenez. On a déjà eu cette discussion il y a quelques semaines avec vous sur votre antenne. C'était une des hypothèses qu'on évoquait, le fait que l'Iran devance l'embargo européen sur son pétrole de façon à, je dirais, mettre les pays européens un peu au pied du mur et ne pas leur laisser le temps de s'organiser face à leurs besoins en pétrole et face à la disparition de la ressource pétrolière iranienne d'ici quelques mois. Donc on s'attendait un petit peu quand même à cette mesure. Là où c'est vraiment problématique, c'est pas tellement pour la France, c'est surtout pour des pays comme la Grèce qui ont déjà d'autres soucis bien plus importants. Néanmoins, je dirais qu'aujourd'hui, compte tenu des chiffres qu'on a eus ces dernières semaines, et notamment la semaine dernière, on a eu la publication des trois rapports des trois principales agences qui suivent ce marché du pétrole, à savoir l'OPEP, l'Agence internationale à l'énergie et l'Agence américaine à l'énergie, qui tous trois pointent vers notamment une augmentation de la production pétrolière de l'OPEP, avec une production qui, rappelez-vous, lors du congrès de Vienne le 14 décembre, avait été fixée par l'OPEP à un plafond de 30 millions. Or, l'OPEP a produit 30,9 millions de barils par jour le mois dernier, donc bien au-delà. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que cette production a été établie essentiellement grâce à la montée en puissance de la Libye, où le conflit est maintenant terminé, où la production reprend son cours progressivement, alors même que l'Arabie Saoudite, elle, a pu réduire un petit peu sa production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le contexte où on se retrouve avec l'Iran qui essaye de mettre la pression sur les partenaires occidentaux qui ont voté l'embargo contre le pétrole iranien, le poids de ces pressions est un petit peu moins fort puisque l'Arabie Saoudite dispose d'un peu plus de ressources pour pouvoir combler le manque de pétrole de l'Iran. L'Iran, de son côté, a une situation qui n'est pas forcément très défavorable parce qu'on l'avait évoqué, tous les pays n'ont pas voté l'embargo contre le pétrole iranien. C'est essentiellement l'Amérique et les pays européens, mais si on prend les principaux clients de l'Iran, à savoir la Chine, l'Inde et le Japon, eux n'ont pas voté l'embargo. Simplement, l'Iran va pouvoir peut-être envoyer un petit peu plus de pétrole vers ces pays et n'a donc moins besoin des Européens pour écouler son pétrole. Donc c'est une situation un petit peu ambiguë, il va falloir voir comment tout ça se positionne. Nous on n'est pas trop inquiets, d'ailleurs on le voit bien, le marché du pétrole réagit de façon relativement sereine. Tout ça a besoin d'être un petit peu confirmé, mais on a à court terme une possibilité de réagir face à ces décisions de l'Iran. C'est un grand jeu de poker menteur tout ça. Oui, c'est ça. Ça sent le chantage à plein nez. Il y a eu une petite poussée de fièvre, notamment dans les déclarations iraniennes tout à l'heure, qui était au départ sourcier de médias iraniens qui s'expriment en langue anglaise. Et puis depuis, on est quand même très très loin des plafonds en dollars évidemment. Sur le pétrole, il faut aussi qu'on parle, il nous reste à peine 2 minutes, Benjamin, d'autres métaux, d'autres matières premières. Je pense notamment à ces fameux, je dis fameux, mais platinoïdes. On ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. C'est tout simple, c'est le palladium et le platine qui avancent, qui font leur petit bonhomme de chemin, notamment depuis le 1er janvier, dans l'ombre de l'once d'or. Tout à fait, on en parle relativement peu, effectivement vous avez raison, parce que la production est relativement confidentielle. Il faut savoir que la production de platine et de palladium s'établit à peu près à 200 tonnes par an, là où la production mondiale d'or s'établit aux alentours de 2500 à 2800 tonnes par an, donc on est dans des productions beaucoup plus confidentielles. Le platine et le palladium sont des éléments indispensables aujourd'hui à l'industrie parce que c'est grâce à eux qu'on peut établir les pots catalytiques. Avec les nouvelles normes environnementales qui sont mises en place petit à petit partout dans le monde, il n'y a plus que ça, leur rôle est croissant et donc leur utilisation est croissante. Et donc on est dans un équilibre très précaire. Il s'est passé quelque chose de nouveau parce qu'il faut bien savoir que ces marchés, c'est pour ça qu'aujourd'hui on avait envie de vous en parler et de les mettre un peu en lumière.
ces marchés sont des marchés très confidentiels en termes de volume, mais également en termes de pays producteurs. Il n'y a que 2 pays producteurs majeurs sur ces produits, c'est l'Afrique du Sud et la Russie. Or, l'Afrique du Sud a un gros problème aujourd'hui au niveau de ses infrastructures. On en avait parlé un petit peu au moment des Jeux Olympiques, c'est que les infrastructures électriques de l'Afrique du Sud sont très vieillissantes et ont du mal aujourd'hui à assurer la distribution électrique nécessaire pour l'ensemble de l'industrie minière. Et donc on a aujourd'hui une production qui est un peu menacée par ces problématiques électriques. Et puis le deuxième problème majeur, c'est que sur le marché du palladium et du platine, comme sur le marché de l'or et comme sur d'autres marchés, on est sur des produits où la main-d'œuvre disponible est de plus en plus rare et donc les revendications salariales sont de plus en plus importantes, ce qui fait que ces ouvriers se mettent de plus en plus souvent en grève. On a notamment une grosse mine de platine où on a eu l'ensemble des salariés qui se sont mis en grève récemment, les 17 000 salariés de Impala Platinum se sont mis en grève. Ça fait perdre 3000 onces de platine de production par jour, c'est assez important. Autant de facteurs qui poussent à la hausse des cours, pour terminer, Benjamin. Qui poussent à la hausse des cours. Et puis le dernier facteur, je dirais peut-être aussi le plus important, c'est que si on regarde un petit peu la structure de coûts des entreprises qui produisent, ce sont des entreprises essentiellement étrangères qui produisent dans des pays en Afrique du Sud et en Russie, qui ont des coûts, notamment les coûts salariaux qui sont libellés en devises locales. Les devises locales, du fait de la bonne tenue des matières premières, sont très fortes. Et donc les coûts de ces multinationales augmentent alors même que leurs ventes continuent à être en dollars. Et donc les multinationales en question n'arrivent pas à profiter totalement de l'appréciation de ces métaux précieux. C'est entre autres une des raisons pour laquelle on observe aujourd'hui une telle différence entre la performance des métaux et des valeurs cotées en bourse. C'était le cas l'année dernière avec les minières aurifères qui ont perdu à peu près 10% sur l'année, quand l'or gagnait un peu plus de 10% sur l'année. Merci beaucoup, Benjamin. Effectivement, donc passionnant ce thème des métaux dont on parle assez peu, palladium et le platine. On a tort, et vous avez bien résumé la situation, notamment avec ces 2 seuls pays principaux producteurs, Afrique du Sud et Russie. Benjamin Louvet chez Prime Finance. Courte pause dans 1 minute. Nouveau journal, il sera 16h30. Vendredi, midi, 13h sur BFM Business.